بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans votre nouveau rendez-vous du dimanche matin. Interview concept. Parallèlement à la radio entre sœurs sur Zoom, nous avons décidé d'ouvrir ce concept à tous sur Instagram. Et aujourd'hui, le sujet du jour est préparer l'avenir des enfants, Muhajirun. Donc on va accueillir notre invité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez bien? Naam, là, on t'entend bien. Ça va, tu vas bien? Ok. Alhamdulillah, alhamdulillah et vous? Ça va, alhamdoulilah, barakallahu fik. Wa fik barakallah. Alors, est-ce que tu es prêt? Alors moi c'est bon, personnellement c'est bon. Allez, bismillah, on peut commencer. Alors, Harry, comment on peut t'appeler? Vous pouvez m'appeler Abou Sakina. Abou Sakina, ok, enchanté. Enchanté pareillement. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours? Depuis quand que tu es en Hijra? Est-ce que tu as fait plusieurs pays? Et quelle est ta place occupée auprès des familles Muhajirun? D'accord. Donc alors moi, salam alaikum à tous. Donc je m'appelle Abou Sakina. Et pour ma part, donc ça va faire bientôt 2 ans que je suis en Hijra au Maroc. Donc plus précisément dans la ville de Tanger. Alors donc moi c'est le premier pays où je suis parti. Donc voilà, je n'ai pas fait d'autres pays avant cela. Et par rapport à la place que j'ai pu occuper auprès des familles, donc moi personnellement, je suis professeur d'anglais. Donc dans un premier temps, j'ai enseigné aux enfants, donc voilà, de 5, 6 ans, 7, 8 ans. Et ensuite, j'ai été enseignant dans un établissement musulman en ligne, où là, du coup, j'ai été enseignant d'anglais encore, hein, mais au collège. Donc là, j'ai pu avoir des classes de sixième, de cinquième, de quatrième. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai quand même été en contact avec différentes tranches d'âge. Donc du coup, concernant les enfants des Muhajirun. Ok, d'accord. Ça va, ça te plaît? Ah bah oui, moi, alhamdoulilah, moi l'anglais, ça a toujours été une passion déjà depuis l'enfance. C'était vraiment une matière que j'appréciais. Donc mes études aussi ont été corrélées à cette matière. Donc moi, alhamdoulilah, je trouve qu'en fait, je pense qu'aussi c'est la fonction d'enseignant. C'est un métier qui est vraiment très beau, entre parenthèses, dans la mesure où on enseigne quelque chose, donc on fait évoluer les gens d'une certaine manière, mais nous-mêmes, on évolue parce on apprend de nos erreurs, on apprend aussi à travailler la patience, on apprend également à travailler la pédagogie. Donc, c'est un métier où on donne, mais en même temps, voilà, on reçoit, on apprend sur nous-mêmes. Donc, moi, je trouve que c'est une passion. Alhamdulillah. Alhamdoulilah, c'est exactement ça, Harry. Alors, du coup, on le sait tous, le premier objectif de l'éducation des enfants en terre d'islam, c'est de les éduquer sur l'islam. Du coup, quelles sont les erreurs que font les parents Muhajirun sur ce premier point? Alors, bon, personnellement, alors, une fois de plus, là, je parle vraiment de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu entendre, donc je prétends pas avoir forcément la vérité ou quoi qu'est-ce, hein. Mais personnellement, moi, de ce que j'ai pu constater, peut-être dans un premier lieu, c'est un manque de pédagogie, un manque de patience et peut-être vouloir déjà trop imposer à des enfants qui ont baigné pour la plupart des années en France, hein, on va pas se mentir. Si je prends le cas de la grande partie des gens que je connais, hein, la plupart les enfants vivaient en France ou que ce soit en Belgique ou ailleurs. Ils ont Ouais. été dans beaucoup de mauvaises influences, que ce soit à travers les camarades, les professeurs, Internet. Et lorsque les parents arrivent en terre d'islam, forcément, ils ont des attentes, que je peux comprendre, hein, qui est d'augmenter la religiosité de leurs enfants, mais on passe, entre parenthèses, du coq à l'âne. On passe de la France où on était un peu presque dans une vie schizophrène, où on doit rien dire, où le dîn est un peu mis de côté par rapport à la dunya. Et là, maintenant qu'on arrive en terre d'islam, il faut faire ci, il faut faire ça. Et l'enfant, qui n'a pas été habitué à cela, peut avoir des complications. Donc ça veut dire que euh, on peut avoir du mal à remettre l'enfant dans le bain de la religion. Et ça, voilà, moi, de ce que je parle, hein, ça c'est du vécu, hein. J'ai pu voir là des enfants qui peuvent traîner les pieds lorsqu'il s'agit d'aller au cours de Coran, d'aller apprendre l'arabe, etc. Mais une fois de plus, hein, ce n'est pas que l'enfant n'aime pas la religion. Comme je le répète, c'est vraiment qu'il n'a pas été habitué à cela. Et le fait de changer un peu drastiquement d'environnement, si les parents au préalable n'ont pas eu ce travail pédagogue, hein, d'expliquer le pourquoi du comment, eh ben forcément, ça peut être compliqué avec les enfants. Et de surcroît, comme je le répète, hein, si les parents ne font pas preuve de patience, il faut pas oublier que les enfants ne sont pas des sahaba, hein, et c'est pas eux qui ont fait le choix de faire la hijra. Donc Naam. forcément, ils peuvent avoir des manquements, tout comme nous au final, hein. Et de surcroît, vu que ce sont des enfants, ils sont encore plus sujets à suivre leur passion, à avoir des difficultés encore plus lorsqu'on parle des adolescents.
Donc voilà, ça c'est la première chose que j'ai pu noter. Ensuite, pour les autres erreurs, peut-être, alors je pense que, alors bon, il y a le fait de tout déléguer aux instituts religieux, donc aux écoles d'al-hadith. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que effectivement, je comprends, chacun à sa place, hein. Si on n'est pas très fort en Coran ou en arabe, mieux vaut déléguer, mais il faut assurer un suivi à la maison. C'est-à-dire que moi, en tant que professeur d'anglais, par exemple, euh, certes, je suis prof, mais il y a toujours un petit côté, je dirais, socio-éducatif, où des fois, on sent que les parents lâchent leurs enfants un peu pour se débarrasser. C'est-à-dire qu'on doit aussi un peu éduquer leurs enfants. Donc Ouais. voilà, l'enfant va en cours, il apprend bon sa religion, sa matière mondaine, mais à la maison, le père, la mère ne vont pas lui demander qu'est-ce que tu as appris, bah viens, on va tester tes connaissances. Enfin, il n'y a pas assez d'implication. Alors une fois de plus, attention, je ne dis pas que ce sont la majorité, hein. Là, je parle bien de cas particuliers. Je ne vais pas faire le jeu de la généralisation. Ah, exactement. Mais en fait, j'aimerais revenir sur le premier point. Oui, Est-ce que tu penses que c'est aussi une erreur des parents? Parce que peut-être avant de faire le grand départ, hein, le voyage, ils vont peut-être pas oui. préparer les enfants psychologiquement et leur Mhm. expliquer, tu vois, écoutez, on va partir, là-bas, ce sera pas forcément comme ici, etc. Ah, tout à fait. C'est exactement ça, en fait, comme j'expliquais, hein. Quand je parle de pédagogie, je parle vraiment au sens large. La pédagogie, pour moi, c'est ça. Il y a plusieurs termes, mais effectivement, un des termes, ça va être le fait de préparer l'enfant. C'est-à-dire que c'est comme si on va, admettons, faire un marathon, il faut quand même se préparer. On part pas du jour au lendemain courir un marathon. On va d'abord avoir une préparation mentale, une préparation physique, et ben c'est pareil pour un enfant. Si on est en France, l'enfant est baigne dans un environnement où c'est tout le temps la dounia, où l'islam est vraiment mis de côté, et que du jour au lendemain, il arrive au Maroc, en Algérie, ou en Mauritanie, je ne sais où, forcément, il y aura un décalage. Ce sera indéniable. Donc, si les parents n'ont pas fait un effort pour sermonner leur enfant, leur expliquer le choix, pourquoi on fait la hijra, qu'est-ce que ça implique, pourquoi la France, même si tu aimes bien tes copains, c'est pas forcément le meilleur endroit à vivre. Enfin, quand je dis France, hein, je parle aussi de Belgique ou autre, hein, Oui, mais oui. évidemment. Donc, effectivement, si le travail n'a pas été fait en amont, forcément, il y aura des problèmes par la suite. Ça, faut pas se voiler la face. Alors après, attention, je dis pas que c'est fini, voilà, la hijra est ratée, hein, mais je dis juste que il faut vraiment, en fait, faire les choses de manière stratégique et ne pas Exactement. oublier qu'un enfant, bah voilà, c'est pas parce que c'est votre enfant qu'il doit se taire et il n'a pas son mot à dire. Forcément, je ne dis pas, voilà, parce que votre enfant ne veut pas, vous allez rester en France. Mais il faut l'expliquer car c'est un membre de la famille. C'est une personne qui a aussi des sentiments, qui a aussi des ambitions, des envies, et il faut le rassurer. Quand bah même c'est un enfant peut-être qui paraît un peu des fois, bah moi je connais des enfants qui sont un peu durs de caractère, qui ne montrent pas tous leurs sentiments. Malgré tout, ce n'est pas parce qu'il ne dit rien qu'il n'en pense pas moins. Parce que les enfants parlent entre eux. Également, les enfants se livrent à nous en tant que professeurs. Comme je vous le dis, des fois, en fin de cours, on peut avoir des élèves qui se livrent. Et parfois, ça peut être très triste ce qu'on peut entendre, honnêtement. Moi, je sais que j'ai un collègue, Ouais. alors pas dans mon institut, mais dans une autre école. C'est très triste, hein, ça arrive hein, que des enfants de Mouhajir lui disent, voilà, moi je voulais pas partir, je veux rentrer chez moi. Et du coup, les enfants le font payer à leurs parents en fait. C'est-à-dire que vu que l'enfant ne voulait pas partir, vu qu'on ne lui a pas expliqué la démarche de la hijra, l'enfant bah, fait tout un peu pour voilà pour ne pas travailler, montrer son mécontentement et voilà, ça peut être compliqué. Donc il faut vraiment expliquer en amont la démarche et inclure l'enfant dans cette chose pour que pour qu'il soit rassuré en fait. Exactement. Bah, ce sera surtout aussi un soulagement pour les parents, tu sais. Parce Hmm. que peut-être pour eux, c'est pas forcément facile, il y a une adaptation à faire, hein. C'est Ah, ça, ouais. tout à fait. Mais du coup, revenons aux enfants. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils ne repartent pas en terre de couple à l'âge adulte? Pour toi, quelles sont les meilleures causes à faire pour éviter ça? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, bah, il y a plein de causes à faire. Donc déjà, dans un premier temps, bon, ça, je le dis, mais je pense qu'on sait tous, déjà, c'est les causes déjà religieuses, ne pas oublier de faire des doigts. Et je dis ça à moi le premier parce que, surtout pour nous qui avons vécu dans des terres de Kouf, on nous a beaucoup appris à reposer seulement sur les causes, Ouais. les gens, les gens, les gens. Et c'est vrai qu'on oublie, donc moi le premier, hein, je me fais la à moi-même, hein, d'invoquer assez Allah, en fait, pour lui demander de nous aider, de préserver notre famille. Donc voilà, déjà ne pas oublier les causes religieuses. Après, si je parle des autres causes, déjà, je pense que ça, on le sait, on va pas se mentir, c'est ne pas partir trop tard. Qu'est-ce que j'entends par là? On a des frères et des sœurs qui se voilent la face. Et ce que je veux dire, ça peut-être pas plaire, mais après, il faut dire la vérité. Ils vont se dire quoi? Oui, bon, je vais faire la hijra, mais mon enfant, il est un peu petit. On va attendre, t'inquiète pas, on partira quand il aura peut-être 7 8 ans. Une fois 7 8 ans, oui, mais là, on peut pas parce qu'il y a ci, il y a ça.
Après, il y a le brevet. Ah non, mais là, maintenant, on peut pas parce qu'il faut le bac. En fait, le problème, c'est qu'on va toujours retarder. Et plus vous partirez avec des enfants grands, نعم. ça, je vous le dis, hein, ça, c'est du vécu, de part de ce que je vois avec mes élèves, plus ce sera compliqué. Pourquoi? Parce que votre enfant va nouer des liens avec son pays. Si je parle de la France ou autre, hein, il va créer il va créer des souvenirs, il va avoir des habitudes. Et comme vous le savez tous, l'humain déteste changer d'habitude, de manière générale. Donc, voilà, il aura ses amis, sa famille, et forcément aussi, à force d'avoir baigné trop longtemps en terre de Kouf, que vous le vouliez ou non, il va aimer cette terre. Il va l'aimer. C'est indéniable, en fait. C'est très rare qu'un enfant dise, c'est bon, j'en ai marre, je vais faire la hijra, en fait. Donc, si vous prenez trop de temps, ça va être compliqué. Alors que plus vous partez avec des enfants qui sont petits, plus ce sera simple. Étant donné qu'ils sont encore petits, leur cerveau n'a pas encore créé tous ces beaux souvenirs, entre parenthèses, avec la France, quoi qu'est-ce. Également, vous le savez, un enfant, plus il est petit, plus il s'adapte facilement. Moi, je le vois personnellement dans ma propre famille, hein. J'ai des personnes proches de ma famille qui ont fait la hijra avec des enfants de divers âges. Et celle qui s'intègre le mieux, c'est la plus petite, qui a peut-être 4 5 ans, en fait. Je vois que elle, alors ils ont fait la hijra au Sénégal, puis maintenant au Maroc, et partout où ils vont, elles s'adaptent sans problème. Alors que les plus grandes, qui ont 14 et 10 ans, c'est plus compliqué. Il y a toujours ce système où on compare avec la France, on est un peu ingrat, c'est compliqué. Ouais, Donc voilà ce que je pourrais dire par rapport à ça pour le premier point. d'accord. Euh, Ensuite, les autres choses qu'on peut faire pour éviter que les enfants repartent en terre de Kouf, très important, c'est une fois en terre d'islam, de donner une voie scolaire et professionnelle à vos enfants. Alors qu'est-ce que j'entends par là? En fait, il y a des personnes, il y a des frères, des sœurs, alors ça part d'une très bonne intention, attention, on n'est pas là pour les accabler, qui se disent, voilà, je suis en terre d'islam, maintenant, je veux vraiment mettre l'accent à fond sur la religion, ce qui est normal, ce qui est normal. Mais ils vont dans un extrême dans la mesure où ils se disent, on fait que d'arrêt hadith, donc Coran arabe, on délaisse toutes les matières mondaines. Et là, une fois de plus, moi, je l'ai vu de mes propres yeux, ça donne des gros problèmes dans la mesure où on a des enfants qui, à 14 15 ans, ne savent pas lire et écrire, qui ont des grosses lacunes en mathématiques, dans des matières fondamentales de notre vie, ils ont des grosses lacunes, ce qui fait qu'en grandissant, alhamdoulilah, certes, ils auront du Coran et de l'arabe, mais vu qu'ils n'ont aucun outil pour se débrouiller par eux-mêmes dans leur propre vie de tous les jours, ils se disent, bon, bah, il n'y a rien à faire dans ce pays-là, moi, je vais retourner en France parce qu'en France, je sais qu'il y a ci, il y a ça pour me former, il y a plein de formations. En fait, il faut se dire une chose, c'est que ils vont essayer de combler leur carence ailleurs. Ouais, Parce que ouais. pour eux, il n'y a rien à faire en terre d'islam, malheureusement. Donc, il faut vraiment donner il faut vraiment essayer, bien évidemment, selon vos moyens, selon là où vous êtes, faire en sorte de donner une scolarité à vos enfants, telle qu'elle soit, peu importe que ce soit l'IUF ou les écoles physiques ou en ligne, peu importe, et lui transmettre à votre enfant des compétences et ou des diplômes. Je dis bien et ou des diplômes parce que c'est pas tout le monde qui doit être ingénieur ou docteur, bien évidemment, il y a de tout. Mais il faut vraiment se dire que, surtout en terre d'islam, vous le savez, il n'y a pas la CAF, il n'y a pas le RSA et compagnie, hein, alhamdoulilah, donc il faut être encore plus débrouillard. Il faut avoir des compétences pour que votre enfant se dise, alhamdoulilah, j'ai ma religion et j'ai un savoir-faire pour pouvoir gagner ma vie en terre d'islam. Donc je n'ai pas besoin d'aller voir ailleurs. Donc voilà pour cette autre cause. Également, donc je précise, hein, j'ai quand même plein de points en tête. Donc voilà, je vais. Comment? Tu peux dérouler, il n'y a aucun souci. D'accord. Pas de problème, barakallahu fik. Donc l'autre point que j'ai listé également, c'est, comme on a pu le dire, déjà expliquer la démarche de la hijra, ne pas hésiter à faire le rappel à ses enfants. D'accord? Il faut bien leur rappeler continuellement pourquoi on fait la hijra, qu'est-ce que ça implique, pourquoi on a quitté la terre de Kouf, pourquoi il ne faut pas retourner là-bas, etc. Parce que bon, c'est pas parce qu'on le dit une fois à l'enfant qu'il va dire ok, bah c'est bon, bismillah, on y reste. Non, il va oublier l'enfant, forcément. Comme nous-mêmes, nous-mêmes, on a beau être adultes, conscients, on peut être éprouvé. Alors que dire d'un enfant? Que dire d'un enfant? Ensuite, l'autre point, je pense, qui est important, c'est d'arrêter de toujours comparer à la France notre pays, le pays où on réside, en terre d'islam. Ça également, là je m'adresse aux frères et aux sœurs, hein, je le vois. Voilà, on arrive, admettons, je parle du Maroc. Je vais arriver au Maroc. Ah ouais, oh, j'en ai marre, les Marocains, par rapport aux Français, ils sont jamais à l'heure. Ah ouais, j'en ai marre, les Marocaines, elles font que de parler, etc. Alors qu'en France, je sais pas si c'est comme ça. Ah, j'en ai marre, quand je fais les courses à Marjane ou à Carrefour, les Marocains, ils passent devant moi, alors qu'en France, on fait la queue. En fait, c'est toutes ces choses-là
Votre enfant, faut pas oublier que l'enfant, c'est une éponge. Il va vous entendre, en fait. Et à chaque fois que vous allez énoncer la France, c'est toujours pour la comparer, mais de manière améliorative par rapport au Maroc. Donc, comment voulez-vous que l'enfant n'aime pas un pays, ne veuille pas y retourner, si à chaque fois qu'il l'entend, c'est que pour le mettre en évidence et l'élever par rapport à la terre d'islam. C'est pas cohérent. Ouais, Vous ne pouvez pas dire à un enfant, la terre de Kouf, c'est pas bien, on part, mais dans votre bouche, en privé, quand vous parlez à la maison, c'est que pour comparer à la France et dire à quel point la France est un pays qui est structuré avec des gens civilisés. Faut faire un choix au bout d'un moment. Faut faire un choix. Donc, moi, je pense qu'il faudrait faire le côté inverse, c'est-à-dire pas forcément cracher sur la France, mais justement plutôt comparer la France et votre pays où vous résidez, hein, votre terre d'islam, mais chercher à élever votre terre d'islam. Par exemple, moi qui vis au Maroc, je peux clairement vous dire que les Marocains, alhamdoulilah, ils ont de très beaux côtés, comme le côté, voilà, ils sont vraiment serviables. Moi, j'ai vraiment vu des personnes qui sont capables de faire des choses que jamais en France, vous ne pourrez avoir. Donc, en fait, chercher à voir les côtés positifs du pays musulman et dire à son enfant, ah, tu vois, ici au Maroc, eh ben, regarde, alhamdoulilah, on peut prier où on veut. T'as vu, on peut faire une sortie, on peut aller à la mer, à la montagne, on peut s'arrêter et remercier Allah. Alors qu'en France, tu te rappelles, il fallait qu'on se cache, c'était pas bien. Rappelle-toi en France, maman, on avait peur qu'elle se fasse un peu frapper, etc. Alors qu'ici, elle est fière. Vous voyez, toujours rappeler les points forts des pays musulmans. Et sur les côtés négatifs, bah effectivement, il y en a, on va pas mentir. Bah fermer les yeux, on va dire minimiser. Faut pas faut pas enfoncer le couteau dans la plaie, si je puis dire. Sinon, forcément, l'enfant ne va pas, va être perdu en fait entre ce que vous lui dites un jour et ce qu'il entend en privé. exactement. Ouais. Également, l'autre chose que je pourrais dire, c'est très important, et ça, je pense que ça manque dans les familles, on va dire, africaines. Alors, quand je dis africaines, c'est de manière générale, hein, je parle d'Afrique noire ou le Maghreb, hein. C'est, il faut communiquer plus avec vos enfants. Ça, on le connaît, hein, nos anciens, voilà, surtout les papas, ça rentre du travail, ça parle pas, etc. C'était ça pouvait être très froid. Et lorsque les parents parlent, c'était que pour punir ou pour réprimander ou rabaisser. Ça, faut commencer à changer de mentalité par rapport à ça. Il faut vraiment parler avec vos enfants, savoir quelles sont leurs forces, leurs faiblesses, leurs difficultés, leurs peurs, leurs besoins, dans la mesure où, comme je vous le répète, votre enfant, ce n'est pas parce qu'il dit rien qu'il ne ressent rien. Donc, il faut chercher à savoir, voilà, est-ce que, bah, ne serait-ce que, bah, tiens, le pays où tu es, est-ce que le Maroc, ça te convient? Bah non, ça me convient pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah parce qu'il y a ci, il y a ça. Et en fait, toujours essayer d'être dans un échange et pas être là dans une posture où, voilà, moi, je suis le policier, c'est l'interrogatoire. Non. Il faut que votre enfant puisse avoir une relation de confiance avec vous. Pourquoi? Parce que le jour où votre enfant aura je sais pas moi, des mauvaises pensées, ou le jour où des personnes lui auront conseillé en mal, il sera capable de vous le dire et vous pourrez dialoguer, essayer de régler la situation. Que si dans votre relation avec votre enfant, vous avez seulement une relation de policier, d'interrogatoire, ouais, de réprimande, et ben forcément l'enfant ne pourra pas se confier et ça peut faire des choses qui sont catastrophiques dans la mesure où, je sais pas moi, à sa majorité, l'enfant part sans rien vous dire. L'enfant ne veut plus rien, l'enfant ne vous écoute plus. Il va préférer écouter ses influenceurs, ses youtubeurs préférés ou ses camarades de classe. Alors que des parents qui auront priorisé une relation où on discute, une relation où on cherche à comprendre, où on est pédagogue, forcément, ce sera beaucoup plus facile Bah de oui, désamorcer des situations compliquées. totalement d'accord avec toi. Et l'autre chose que je peux dire également, ah oui, autre chose que ça j'ai pu constater avec mes élèves. Alors là, je précise bien, je mets des grosses parenthèses que je vais dire, mais évidemment, après il y a du cas par cas, je sais très bien. C'est par rapport au fait de revenir en France pour les vacances. Alors, je précise bien, moi, je suis converti, donc je sais très bien que ce n'est pas la même situation qu'une personne, voilà, qui est forcément, je sais pas moi, qui est marocaine, toute sa famille vit au Maroc, quoi qu'est-ce. Donc, ça, après, vous demanderez aux savants. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai souvent entendu des élèves qui disaient, ouais, c'est génial, août, on va en vacances en France. Enfin, tu voyais en fait la joie dans les yeux de l'enfant, quoi. C'est comme s'il allait, je sais pas, à Disney. Et moi, j'étais choqué. Je me disais, non, mais là, il y a un problème. Il y a un gros problème. C'est que l'enfant, il est interdit d'islam. Et dès qu'il part de la France, on voit qu'il va vivre sa meilleure vie. Et ça, une fois de plus, ce n'est pas cohérent. Comment voulez-vous que votre enfant puisse comprendre que la France, c'est une terre de couvre qui n'est pas bonne pour son développement spirituel et personnel, si à chaque fois vous allez en vacances une, deux, trois fois par an et vous lui faites vivre sa meilleure vie?
Et une fois qu'ils rentrent en terre d'islam, là, vous vivez plus serré, voire dans la difficulté. Alors, une fois de plus, je comprends, je répète bien, parce que voilà, je sais qu'il y en a des fois qui peuvent vite partir. Je ne parle pas, voilà, de certains cas, etc. particuliers. Moi, je parle du cas général, voilà. Je parle du cas général. Ah, moi, Si vous allez en France et votre enfant vit des expériences mémorables, que c'est seulement la belle vie, forcément, il va assimiler la France au bien, à l'amusement, et il risque d'assimiler votre pays où vous résidez, hein, que ce soit le Maroc ou autre, comme un pays de difficulté, où il n'y a pas la famille, où il n'y a pas ci, il n'y a pas peut-être de Nutella ou quoi qu'est-ce. ouais, Donc voilà, faites vraiment attention par rapport à ça. Moi, je pense aussi. t'as raison. T'as raison. Je l'ai déjà vu aussi chez certains amis. C'est Oui. non, pour les conseils que tu donnes et sur ce que tu as pu voir, j'ai pu le constater aussi. Alhamdulillah. Et comme tu peux voir, bah, c'est vraiment très triste parce que on cultive ça pendant toute son enfance. Et comme on le sait, arrivé à l'adolescence, à un âge où l'enfant s'affirme plus, où il commence à développer sa propre personnalité, et ben malheureusement, Ouais, une fois la majorité atteinte, bah l'enfant peut revenir en fait en terre de couple sans les parents. c'est ça. Exactement. Ça devrait être malheureux. Allah nous facilite. Amin, amin. Également, Ouais, l'autre point que j'ai pu noter aussi, justement, si vous êtes en terre d'islam, essayez, tant que faire se peut bien sûr, de créer maintenant, voilà, l'effet inverse, c'est ne pas créer des expériences mémorables en France, mais les créer dans la terre d'islam. Qu'est-ce que tu entends par là? Essayez, si possible, voilà, de faire en sorte que votre enfant ait une vie sociale, qu'il ait des amis. Peut-être aime-t-il un sport, inscrivez-le au sport. Essayez de sortir en famille. Faites-le un peu voir du pays. Je répète bien évidemment, si possible, selon les capacités, qu'elles soient financières ou physiques ou autres. Mais faites en sorte que votre enfant assimile le plus possible le pays musulman en une terre où on peut bien vivre sa religion et également sa dunya. Alhamdulillah. Parce que du coup, votre enfant va se créer des habitudes, va se créer des liens et des attaches en terre d'islam. Et si un jour vous voulez retourner en France, qu'Allah vous préserve, ils vous diront peut-être, ah non, 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 moi je vais pas revenir en France, je suis bien ici. Donc voilà ce qu'il faut faire. Et également essayer d'intégrer votre enfant au peuple. Alors ça, je m'adresse aussi beaucoup pour les Français. Donc je ne connais pas toutes les communautés parce que je sais qu'à Tanger, nous, on a aussi des frères d'Allemagne ou quoi qu'est-ce. Hein. Mais les Français, faut dire la vérité, on est beaucoup, beaucoup entre nous. On fait la hijra, mais on se crée un microcosme à l'étranger. Donc ça a des points positifs que j'entends et qui me sont aussi bénéfiques, mais ouais, aussi des points qui peuvent être négatifs. Je m'explique. Si vous faites la hijra au Maroc, vous êtes que entre Français. À la maison, ça parle français. L'enfant, ses amis, ce ne sont que des Français. Bref, en fait, il vit au Maroc, mais avec la France tout autour de lui. L'enfant, au final, il vit au Maroc, mais il ne connaît rien des Marocains. Il ne connaît pas la langue. Il ne connaît pas la culture. En fait, c'est comme si, oui, voilà, c'est une vie d'expatrié. Comme ils font les Français là qui travaillent pour des grosses boîtes quand ils vont au Maroc ou aux Émirats, quoi qu'est-ce. Voilà, ils vivent une vie de Français dans le pays musulman. Comment voulez-vous que votre enfant puisse s'imaginer un avenir dans votre pays musulman s'il ne connaît rien et s'il n'a aucun cause dans ce pays? Voilà, ne serait-ce que la langue. On le sait, hein, moi en cas je le vois, la grosse majorité des enfants des Muhajiroun que j'ai pu côtoyer ne parlent pas un mot de Darija. Donc le Darija, ça c'est le voilà, c'est le dialecte au Maroc, hein. non, non, Et ça c'est compliqué parce que votre enfant, le jour où il sera sans vous, qui va devoir, je sais pas moi, admettons demain, ton enfant va ouvrir un restaurant, un hanout ou quelques commerces qui se basent sur les locaux. Ah oui, c'est compliqué. Ah oui, mais Harry, t'inquiète pas, il parle français. Oui, mais alors? En fait, nous, on fait une démarche d'aller vivre chez les gens. Donc, c'est pas à eux de se réduire à notre niveau. C'est à nous de nous intégrer. exactement. Parce que c'est ça, en fait. C'est qu'après, une fois de plus, là, je parle bien de la mesure du possible. Parce que forcément, des fois, il y a des personnes qui ont peut-être pas les capacités de pouvoir faire ça, mais il faut faire un minimum. Moi, par exemple, je dis pas que je suis bilingue en déjà. Euh, en tout cas, j'y travaille, hein, ça c'est clair. Je vais essayer de faire les efforts pour m'améliorer, mais au moins, très vite, j'ai appris des phrases, des mots qui font que je peux un peu me débrouiller. Et même surtout dans mon quartier, ce que j'essaie de montrer, c'est vraiment une image, pas du français colon qui sait mieux que les autres, mais voilà, du petit gars qui est là, souriant, sympathique. J'essaie un peu de bricoler, bon, Fousha, Darija. En fait, voilà, je montre aux gens qui m'entourent que voilà, je suis vraiment là pour m'intégrer chez vous, bien évidemment dans les limites du halal, tranquillement. Et il faut faire pareil que les enfants. Essayer, si possible, de les intégrer au peuple Non, pour qu'ils puissent s'imaginer un avenir ici et non pas
en France. Et après, le dernier point que je pourrais lister, donc ça fait beaucoup de points, mais c'est important parce que voilà, Important. j'ai vu et entendu l'histoire. Donc voilà. Dernier point, je dirais, c'est de rester humble et ne pas oublier que c'est Allah qui donne et qui reprend. C'est-à-dire que, voilà, certes, vous avez réussi à peut-être partir en hijra, peut-être qu'en plus vous avez une bonne situation, c'est ce qu'on espère pour vous, hein, mais ne pas s'enorgueillir, croire que c'est bon, tout est terminé, on a réussi, hop, maintenant on peut se reposer sur les lauriers, surtout pour les enfants. C'est pas parce que peut-être ça se passe très bien avec vos enfants aujourd'hui que ce sera toujours le cas demain. Il suffit que votre enfant demain, il rencontre une mauvaise personne, hop, il peut commencer à chavirer. Il suffit que votre enfant, vous regardez pas peut-être ses chaînes YouTube, il s'est abonné à une personne mal intentionnée, et hop, c'est bon, il le fait chavirer. Et ça, c'est quoi je pense que dans ma famille, j'ai une personne, voilà, c'est qui est en plus jeune, hein, et elle nous sort, oui, j'ai vu un YouTuber, voilà, il a fait une vidéo sur pourquoi l'islam c'est des bêtises. Tu vois la dangerosité, Ah c'est ouais. que là, t'as beau être enterre d'islam, il suffit que ta fille, ton fils, dans la chambre, il tombe sur une vidéo comme ça, allez, c'est terminé en fait. Et après, bon travail, enfin bon courage pour dépoussiérer et décrasser toutes ces mauvaises idées. Donc c'est pour ça, il faut vraiment comprendre que rien n'est jamais acquis. Il faut toujours rester à sa place, demander à Allah une facilité Amen. et demander à Allah de guider nos enfants contre toutes les mauvaises influences qui existent et vraiment il y en a énormément à notre époque. Il y a beaucoup de tentations, beaucoup d'ambiguïté. Ouais. C'est ça, c'est Barakallahu ça. pour développer ce point qui était très très important. Et tu as Ouais, pu c'est donner pas grave. des conseils qui, Inch'Allah, permettront à des familles d'éviter quelques soucis. On espère, Inch'Allah. Alors, il me semble que tu as travaillé avec des adolescents de famille Mouradies. Oui. Alors, comment perçoivent-ils en général le fait que leurs parents aient quitté le pays turc pour s'installer en pays musulman? Est-ce que tu as des retours sur ça? Alors par rapport à cela, je pourrais dire qu'il y a potentiellement deux avis, si je puis dire. Alors, D'accord. on va avoir là, je vais commencer par ce qui se passe bien. Bah, le premier groupe d'élèves, on va dire, c'est ceux qui comprennent la démarche de la hijra parce que justement, il y a eu ce travail de pédagogie où les parents ont expliqué, où les parents échangent avec les enfants. Donc l'enfant a Ouais. compris. Et alhamdoulilah, en plus, voilà, il a ses amis, il a un nouveau mode de vie, il s'est créé une nouvelle routine positive. Hein. Donc ça se passe très bien. Et à contrario, il y a ceux aussi pour qui ça se passe pas forcément très bien, dans la mesure où bah, l'inverse a été fait. C'est-à-dire, on part du jour au lendemain, pas de pédagogie, on parle pas, toi tu suis, et voilà. Bah, après, forcément, on va en France pour les vacances, donc à chaque fois, ça ressasse tous les souvenirs à l'enfant, et l'enfant a du mal à faire la transition. Donc c'est vraiment en fait les points que je pu dire tout à l'heure. Tout va dépendre de tous ces points en fait. Si tous les points que j'ai pu mentionner, ou du moins la majorité, parce qu'après voilà, on n'est pas parfait, hein, si la majorité des points mentionnés précédemment sont appliqués, l'enfant, Inch'Allah, il se sentira bien dans la terre d'islam, il comprendra le choix de ses parents. Ou du moins, même s'il ne le comprend pas tout de suite, en grandissant, cela pourra s'arranger. Je prends un exemple. Moi, par exemple, voilà, ma mère m'a éduqué un peu entre parenthèses à la dure. Donc, de toute façon, je pense que c'est pas différent de beaucoup d'entre nous ici. Hein. On se comprend quand je dis à la dure. Donc, je lui en voulais. Honnêtement, c'était très compliqué. Mais aujourd'hui, en étant adulte, je la remercie. Je la remercie de ne pas m'avoir éduqué comme beaucoup d'enfants pourri gâtés qui font la loi à la maison et de m'avoir bien corrigé et bien mis des limites parce qu'aujourd'hui, alhamdulillah, je vois comment j'aimerais éduquer mes enfants. Je vois également ce qu'il faut mettre en place comme limite aussi comme largesse, entre parenthèses. Donc c'est pareil pour votre enfant. Si peut-être il peut vous montrer de la réticence et quelques petites réflexions, il se peut qu'au final, avec le temps, en grandissant, ils comprennent. Bien évidemment, si ça s'est fait avec pédagogie, sagesse, patience, également récompense. Ça, je le répète, c'est très important. Avec vos enfants, essayez bien évidemment de faire ça. Hein. Faites preuve de pédagogie. Toujours expliquer une démarche. C'est pas, tiens, Fatima, mets ton voile. Non, il faut mettre le voile parce que voilà, la femme en islam, faut la préserver. Et ci et ça. Ensuite, quand je dis patience, c'est patienter face aux problèmes, patienter face aux mauvais comportements. Comme on le dit, l'enfant, il a vécu en France, en Belgique. Croyez pas que du jour au lendemain, ce sera un sahaba. Faut pas abuser. Nous-mêmes, on n'est pas des sahaba. Donc, faut être logique par rapport à ça. Et ensuite, donc, j'ai dit quoi? J'ai dit pédagogie, j'ai dit patience, la sagesse, hein, ça, on le sait.
et la récompense, c'est-à-dire que justement, essayez, voilà, si vos enfants font des choses qu'ils ne faisaient pas en France, comme par exemple se voiler, être assidu à la prière, apprendre plus de Coran, voilà, il faut les récompenser. Évidemment, selon vos moyens, que ce soit une sortie en famille, un petit resto, un petit jouet. Enfin voilà, en fait, il faut essayer de... Tout ça, ça rentre dans le processus de créer des expériences positives. Il faut pas en fait être là que pour rabaisser, que pour critiquer l'enfant. En fait, il faut pas seulement dire ce qu'il ne fait pas. Ah, tu fais pas la vaisselle, ah, tu fais pas la prière, ah, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Non. Essayez aussi de voir ce qu'il fait de bien pour lui donner un peu plus de voilà de confiance, de courage entre parenthèses. Et ça peut aussi contribuer à une meilleure ambiance à la maison et à ce que l'enfant aussi potentiellement veuille rester, quoi. Non, c'est ça. Et selon toi, est-ce qu'ils sont reconnaissants et conscients du sacrifice que les parents ont fait de partir de terre de coupe, de terre de... Bah, au final, la réponse que je peux apporter, c'est la même. Tout dépend de ce qui a été fait en amont. Comme tu l'as, bah oui, c'est ça, comme tu l'as dit au début de l'audio, hein, par rapport au fait, c'était quoi? C'était justement, est-ce que les parents ont expliqué aux enfants avant de partir, en fait? Donc, si les parents ont bien expliqué aux enfants, ils ont été patients, ils ont toujours intégré l'enfant dans la discussion, entre parenthèses, hein, quand je dis intégrer la discussion, après toute proportion gardée, Bien sûr. Inch'Allah, l'enfant sera dans la gratitude. Et ça, je me rappelle, j'avais un élève qui était en quatrième, hein, qui était en Tunisie et il me disait ah vraiment je vous le dis nos parents ils sont super forts, ils ont quitté la France pour venir nous emmener ici en Tunisie, ils se sont sacrifiés pour nous, maintenant alhamdoulilah on est fiers. Alors là j'étais très content. Je me suis dit ça c'est un exemple de parents qui ont dû justement échanger avec l'enfant, qui ont dû bien lui expliquer les choses, ce qui fait que l'enfant même s'il est en âge où on peut être un peu rebelle, lui il a compris alhamdoulilah et il est fier d'être dans son pays. Donc voilà. Du coup, c'est la même réponse par rapport au fait d'expliquer, d'échanger, de patienter. C'est un peu le Oui, même schéma à chaque fois. c'est ça, le même schéma. C'est ça. Euh, et est-ce que tu penses que les parents en général ont réussi à transmettre à leurs enfants l'attachement à la religion, à la fiya, à la sunna? Est-ce que tu as pu constater toi? Alors, par rapport à... Ah oui, quand même, là, je pourrais pas quand même dire l'inverse, hein. Forcément, moi, de ce que je vois, de la majorité, on voit, machallah, quand même un changement chez les enfants. Quand bien même il peut y avoir des manquements, comme on en a tous, bien évidemment. Moi, j'ai vu, si je peux comparer les enfants de France et les enfants qui vivent dans des terres d'islam, hein, j'ai bien vu quand même une évolution. On voit bien que les enfants, subhanallah, ils vont beaucoup plus réciter le Coran, ils vont même être fiers de porter certains habits, enfin bref, des musulmans en fait. Donc forcément, ça facilitera le terrain pour accepter la sunna. Pourquoi je dis ça? Parce que on peut le voir en France, on peut voir des frères hein, qui, machallah, ou même des sœurs qui ont la sunna, qui sont sunna voilà, de A à Z. Par contre, l'enfant, tu te dis, wow, mais c'est son enfant ça en fait. Tu vois en fait une grosse différence entre l'enfant et les parents. Bah pourquoi? Pourquoi? Parce que éduquer son enfant sur la sunna à la maison, mais par contre à l'école, l'enfant c'est que du haram H24, ça va être très compliqué. L'enfant il sera entre deux mondes en fait. Il sera entre deux mondes. On lui dit, dis un exemple, hein, habille-toi de manière décente, fais la prière, dis pas de gros mots, regarde pas des bêtises, mais à l'école c'est tout l'inverse qui est inculqué. Alors qu'en terre d'islam, alhamdulillah, l'enfant il est dans un environnement où il peut pratiquer, il peut être fier de ce qu'il est, il n'est pas obligé de vivre une vie de schizophrène, hein, si je puis dire. Ouais. Donc, ça facilitera le terrain pour qu'il soit sur la sunna. Et après, évidemment, ça, c'est Allah après qui a la décision finale. Donc après, ça, à nous de faire les du'a, puis les différentes causes, quoi. Mais alhamdoulilah, en cas par rapport à ça, moi, malgré tout, je vois quand même une évolution. Et aussi, par contre, ça, je précise, plus vous partez tôt, plus ce sera simple. Comme tu Parce que, l'avais. à contrario, les frères et les sœurs qui sont partis avec des enfants qui sont adolescents plus grands, ah, là, c'est plus compliqué. Et là, je vous le dis une fois de plus, là, de mon cas personnel, de ma famille, ceux qui ont fait la hijra avec des enfants qui sont grands, c'est compliqué. Wallah, c'est compliqué, c'est du sport. Et ceux qui sont avec des petits enfants, là, de 5, 6 ans, etc., alhamdoulilah, c'est bien plus facile. Bien plus facile. Ouais, c'est comme tu l'avais expliqué au début, en fait. Et même schéma. C'est ça, voilà. Toujours, en fait, c'est ça, en fait, à chaque fois, on va revenir à ce schéma, en fait, d'expliquer. Mais c'est tout bête, hein, mais pourtant, malheureusement, dans notre communauté, je pense qu'on a un problème, voilà. Peut-être, je pense que c'est dû à nos anciens, à leur comportement, comment ils étaient. Donc, on a peut-être pris certaines caractéristiques, mais on parle pas assez. Voilà, l'enfant, c'est un enfant, donc il se tait. Alors oui, c'est vrai qu'il y a des moments, il n'a pas son mot à dire, mais c'est pas pour autant qu'il faut laisser de côté et se dire, voilà, il comprend rien. Loin de là. Loin de là. Je peux vous garantir en étant prof
que les élèves, ils parlent beaucoup. Ils parlent beaucoup sur ce qui se passe des fois à la maison, c'est un peu gênant. Donc, c'est pour ça, faites en sorte que votre enfant se vide son sac à la maison plutôt que devant nous les profs. Et après, des fois, on est gêné, on sait pas quoi faire. Subhanallah. Ah, les enfants, c'est incroyable. C'est ça, c'est ça. Et du coup, toi, de par ce que tu as pu voir, est-ce que tu connais beaucoup d'enfants qui sont repartis en terre de Koufr? Et est-ce que tu connais les raisons de leur départ et s'ils sont revenus Alors, par la suite? bah, dire que j'en connais beaucoup, ce serait être malhonnête. Je pourrais pas dire beaucoup. Et d'un côté, alhamdoulilah, sinon ce serait vraiment catastrophique. Mais oui, j'en connais personnellement. Et j'ai aussi entendu des histoires de frères que j'ai pu fréquenter. Notamment, je me rappelle même d'un frère qui vivait en Arabie Saoudite qui me disait que oui, il y avait des enfants qui repartaient. Donc vous avez vu, hein, ça prouve bien que vous avez beau vivre à Médine où vous voulez. Si toutes les causes ne sont pas faites, vous avez beau être où vous voulez sur Terre, l'enfant pourra revenir. Faut pas croire que c'est bon, vous êtes préservé parce que vous êtes forcément à Médine ou quoi qu'est-ce. Ça peut aussi arriver. Non, c'est vrai. Donc, et justement, bah, pour répondre à la question, quelles sont les causes? Eh ben, c'est tout ce que j'ai pu dire. Voilà. Vous arrivez en terre d'islam, mais malheureusement, vous avez toujours la France dans votre bouche et dans vos actes, et c'est les vacances en France, et c'est la belle vie. Votre enfant en terre d'islam, malheureusement, il n'a aucune expérience positive. Quand je dis aucune, c'est voilà, il sait pas créer une routine ou il a pas voilà, il a pas de routine positive, ce qui fait que bah voilà, il pense encore à la France. Et surtout aussi bah le côté religieux, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont fait la hijra, mais malheureusement n'ont pas assez mis un cadre religieux aux enfants. C'est-à-dire qu'ils vivent encore comme en France. Donc, ils font pas forcément beaucoup d'efforts pour aller au Dourous ou pour mettre des structures à leurs enfants. Ce qui fait que votre enfant, bah, au final, c'est bien beau, il est en terre musulmane, mais si son cœur, il y a rien dedans, ça sert, enfin, je vais pas dire que ça sert à rien, mais vous me comprenez, en fait. Oui, C'est qu'en fait, je pense que certaines personnes, c'est pas une fois de plus, c'est pas forcément de leur faute. Des fois, voilà, peut-être on se rend pas compte. On se dit, bah, tiens, vu que j'ai fait la hijra et que je suis entouré de musulmans, mon enfant, il va suivre. Oui, peut-être qu'il va suivre, il va faire du mimétisme. Vous savez, un enfant, vous lui dites saute, il saute, fait des pompes, il fait des pompes, enfin, il vous obéit, hein. Mais ce n'est pas pour autant que dans son cœur, il a envie de le faire. On sait très bien. On sait très bien, on connaît tous des personnes. Alors moi, j'étais pas musulman à l'époque, hein, mais quand j'étais petit, tous mes amis jeûnaient et faisaient la prière. Mais quand je leur demandais pourquoi tu fais ça, ils savaient même pas en fait. C'était juste pour imiter les parents. Donc ça marche un temps, mais quand votre enfant aura 15, 16, 17, 18 ans, là vous allez voir que ça va pas être la même. Là il va commencer à s'affirmer, pouvoir dire non, moi j'ai pas envie, oh, c'est bon, je prierai plus tard, je ferai ci plus tard, nanana. Et ça peut aussi bah, du coup résulter à un retour en terre de couche, quoi, clairement. Et aussi, bah, comme j'ai pu le dire, l'autre point, c'est vraiment ouais, l'absence de compétences, l'absence de parcours scolaire ou professionnel. Là, je parle d'un cas que je connais. Il y a, il y a un frère à qui je suis proche et quand j'étais parti lui rendre visite, j'avais vu quand même que son fils, il stagnait un peu, on va dire, au niveau d'Ounia. Alors, en fait, eux, ils étaient partis en Égypte. Donc, alhamdoulilah, il avait un très bon niveau dans le Coran, dans l'arabe. Mais une fois arrivé au Maroc, bah, je sentais que l'enfant était un peu plus ou moins livré à lui-même, quoi. Il n'y avait pas vraiment de suivi derrière, il n'avait pas vraiment de perspective professionnelle. mhm. Et bah, il grandit. L'enfant, il a 16 ans, après 17, après 18 ans. Et un jour, il me dit, regarde, j'en ai marre, quoi. J'ai 18 ans, je sais même pas lire et écrire, pratiquement. Je galère. Au Maroc, on m'a mis en classe de troisième, alors que là, regarde, je suis presque majeur. Enfin, je voyais que là, c'était compliqué, en fait. Parce que le frère avait tellement délaissé les matières mondaines que bah, une fois la majorité, son fils savait presque rien faire en fait, subhanallah. Il savait presque rien faire. Et là, récemment, j'ai eu ces nouvelles, malheureusement, son fils il est retourné en France. Il est retourné en France, pourquoi? Parce que bah, il m'a dit il veut faire une formation pour avoir un métier. Parce qu'il estime qu'au Maroc, il peut rien faire. Voilà. Et ça, moi, ça, je le pressentais. Hein. Ça, je sais que ça allait arriver. Mais malheureusement, je pouvais pas me permettre de dire ça au frère parce que je vivais pas chez lui H24 et je voulais pas faire des problèmes. Et voilà, je me suis dit peut-être que bon, je connais pas toute leur histoire, voilà, mais au final, malheureusement, bah, son fils, il est en France. Moi, j'essaie de lui faire comprendre, voilà, bah, part et tout, mais c'est très compliqué. Parce que du coup, vu que la famille du frère, ils sont encore en France, que ce soit les grands-parents, les mamans, etc., ils ont dit, regarde, ton fils, il sait rien faire, ramène-le en France. En fait, la famille aussi, ils ont été des influences pour que son fils vienne en France, malheureusement. Bah oui, ils lui ont dit, regarde, t'as tel âge, tu sais pas faire ci, t'as pas de diplôme, t'as pas de compétences, t'as pas ci, t'as pas ça, viens en France. Donc, comment voulez-vous que son fils dise non, c'est vous mentez? C'est la vérité. C'est la vérité. C'est triste. Donc,
Donc ça, faut vraiment faire attention. Combien de fois je vois des frères et ils délaissent trop ça. Ils délaissent trop ça. Et je répète, hein, on vous dit pas de rendre vos enfants docteurs, ingénieurs en aéronautique, je sais pas quoi. Non, non, non. Mais au moins avoir une compétence. Je sais pas moi, si votre enfant il aime cuisiner, bah voilà, que ce soit la pâtisserie, la boulangerie, quoi qu'est-ce, s'il aime les ordinateurs, l'informatique, il y a beaucoup de Ouais, débouchés en plus en ligne. il y On a peut beaucoup se de... préserver. Non. Donc voilà, en tout cas, donnez quelque chose à vos enfants. Parce que cependant, il y a des frères qui pensent que parce que en fait c'est voilà, c'est soit le din, soit la dunya. Donc si je me mets dans le Coran, dans l'arabe, je fais rien dans la dunya. Mais il faut se réveiller là en fait, il faut se réveiller. Vous avez gagné comment votre subsistance, subhanallah? Il faut quand même avoir un minimum de savoir-faire. Même nos chouyours, on sait très bien. J'ai même pas besoin de donner des noms. On sait très bien qu'il y en a qui avaient un travail à côté. Après, forcément, après, il y en a qui ont été financés ou peut-être qui ont peut-être travaillé dans des universités islamiques, quoi qu'est-ce. Mais je me rappelle bien un jour quand j'étais en France, j'avais demandé à un imam, je lui ai dit, subhanallah, mais en fait, j'ai l'impression que quand on étudie en sciences, il faut avoir beaucoup d'argent. Il me dit pourquoi? Je lui dis, bah, parce que si on veut étudier tranquillement, on ne peut pas se permettre de travailler à côté et allier les deux. Ah, Et il bah, me regarde et il me dit, bah, en fait, je veux dire, il y a plusieurs choses. Effectivement, étudiants en sciences qui, alhamdoulilah, ils ont comme des mécènes, hein. Des personnes qui les financent pour qu'ils puissent travailler tranquillement. Que ce soit un État ou des personnes qui se cotisent, la famille, le quartier. Et l'enfant, alhamdoulilah, peut apprendre sa religion en paix. Alhamdulillah. Il a dit, mais pour la grande majorité des étudiants en sciences, eh ben non, ils doivent travailler. C'est comme ça la réalité. Comme pour des frères qui sont à Médine, quand c'est les grandes vacances, ben, il y en a qui doivent peut-être des fois même revenir en France pour travailler un peu, mettre de l'argent de côté, parce que voilà, ils n'ont pas de financement. Donc si votre enfant plus tard va apprendre la science et qu'il n'a pas de mécène, qu'il a pas, et même qu'il n'a pas envie forcément de dépendre des aides des gens, s'il n'a pas de compétences, ben, ça va être très compliqué. Donc on voit bien qu'il faut avoir un minimum pour se débrouiller. Et voilà, même moi récemment, j'ai vu sur Instagram, il y a un frère voilà, qui disait, voilà, bah, Medine, il y a des frères, alhamdoulilah, qui ont leur agence web, ils font des sites, d'autres aussi donnent des cours d'arabe, d'autres ils font ci, d'autres ils font ça. ouais, c'est vrai. Donc on voit bien que être dans la religion, ça ne veut pas dire ne pas travailler et délaisser la dunya, entre parenthèses. Là, on parle pas de travailler pour acheter une Lamborghini. Là, on parle de travailler pour être un musulman qui ne dépend pas des autres, qui ne tend pas la main et qui, alhamdoulilah, peut ramener à manger à son foyer de manière illicite, en fait. Ouais, Donc, faut pas croire que c'est l'un ou l'autre. mais moi, je comprends pas comment on peut laisser, entre guillemets, son enfant sans connaissance, c'est-à-dire les basiques, comme tu l'as dit au début, Mm. par exemple la lecture, les mathématiques. Euh, je sais pas comment, entre guillemets, c'est possible. Tu vois. Bah, en fait, par rapport à ça, je dirais il y a deux choses. Bah, soit il y a peut-être des personnes et qui qui ont une mauvaise compréhension, comme j'ai pu le dire, hein, qui pensent que voilà, c'est que le Coran l'arabe et le reste, bon, ça sert à rien, entre parenthèses. Alors, alhamdoulilah, quand même, c'est pas la majorité, bien heureusement. Mais l'autre cas, peut-être qui est un peu plus récurrent, c'est des mères ou des pères qui veulent à tout prix faire école à la maison pour un tas de raisons que je peux comprendre. Mais le problème, c'est que faire école à la maison, c'est bien une chose, mais encore faut-il avoir les capacités, les connaissances et la patience pour inculquer à son enfant les connaissances. Et la pédagogie Parce aussi. que, comment? Et la méthodologie pédagogique. Ah bah oui, tout à fait. Parce que être professeur, c'est quand même un métier, hein. C'est pas le jour au lendemain, on est professeur. Donc, si, admettons, moi, je fais école à la maison à mes enfants, mais que toutes les secondes, je dis, ah, mais tu comprends rien, t'es nul. Ah, mais t'es bête. Bah oui, bah super. L'enfant, qu'est-ce qu'il va apprendre? À part du négatif, vous allez le rabaisser, vous allez le dégoûter de l'école. Ou d'autres difficultés également, c'est des familles qui veulent faire école à la maison. Après, une fois de plus, je différencie bien. Il y en a qui n'ont pas les capacités de payer des écoles, d'autres même là où ils sont, il n'y a pas d'écoles qui peuvent corréler, être en corrélation avec notre nouvelle religion, donc ça je comprends. Mais il y en a malheureusement, bah, ils ont peut-être des fois pas certaines capacités, d'autres ils ont beaucoup d'enfants, et faire école à la maison, un enfant qui a 7 ans, l'autre 10 ans, l'autre 12 ans, l'autre 14 ans, bah forcément c'est compliqué et ça peut vite devenir difficile à gérer. Ce qui fait que l'enfant peut avoir des carences. Parce que bah, quand on est, en plus, bah, souvent c'est les sœurs, hein, parce que en général les frères vont travailler, etc. Souvent c'est les sœurs qui ont cette tâche-là. Et quand vous êtes une maman à la maison et que vous devez gérer peut-être en moyenne 3, 4 enfants d'âge différents et leur donner des cours, ça peut vite devenir fatigant et très difficile. Ce qui Non. fait que forcément des fois on peut voir des carences chez les enfants. Mais après, moi comme je dis, un respect pour les sœurs hein, qui font ça, franchement, alhamdoulilah, c'est très bien. Mais voilà, faut vraiment bien se poser parce que je sais que j'ai vu là depuis les dernières années, on a beaucoup, c'est la mode de l'IEF, hein, c'est
Il y a même certaines personnes, c'est c'est presque une secte. Hein. C'est IEF ou rien. C'est Ouais. il y a que IEF. Donc moi, comme je dis, je critique pas. Pour moi, il n'y a pas de système parfait, alhamdoulilah. Mais c'est bien beau de faire IEF, mais voilà, il faut vraiment avoir la pédagogie et bien s'organiser. Une fois de plus, dans la vie, c'est qu'une question d'organisation. Avant de vous lancer et de suivre les sœurs parce qu'on a dit, ouais, mais Ourti, tu comprends pas, IEF, je sais pas quoi. C'est bien, ok, super, alhamdoulilah. Mais d'abord, renseignez-vous. Faites bien le travail en amont pour que une fois que vous démarrez le truc, ça se passe correctement. Voilà, ça, c'est vraiment le conseil de pas directement commencer tête baissée parce que toutes les sœurs dans le quartier font ça et promeuvent telle ou telle méthode, quoi. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, toi, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux, euh, aux parents et aux enfants? Une école qui enseigne les religieux et les mondains simultanément, ou une école particulière pour chacun de ces domaines? Alors, par rapport à cela, moi, je ne pourrais jamais m'ériger en sachant et en disant non, 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 vous devez faire tel truc, telle école, tel cursus. Ça, c'est impossible, de la mesure où le choix d'une école, le choix d'un parcours scolaire ou religieux va différer d'un foyer à un autre. Forcément, Ouais. une famille qui vit au Maroc n'aura pas la même réalité qu'une famille qui vit au Sénégal, qu'une autre qui vit en Turquie ou ailleurs, en fait. Donc, ça, c'est vraiment aux parents eux-mêmes d'analyser le lieu où ils vivent, d'analyser leurs capacités, qu'elles soient financières ou intellectuelles ou en termes de temps aussi, pour ceux qui font notamment école à la maison, et d'analyser également la situation, les besoins et la personnalité de leur enfant. Car forcément, des fois, on peut voir des parents qui veulent à tout prix faire de leurs enfants des étudiants en sciences, mais l'enfant, on le voit bien, et c'est compliqué, il pratique, mais c'est pas non plus son ambition de devenir étudiant en sciences. Donc, bah, lui, entre parenthèses, ça sert à rien de le forcer. Certes, il faut, évidemment, avoir une base obligatoire. Mais si l'enfant ne veut pas devenir prof de Coran, par exemple, mais qui veut faire autre chose, tant que c'est licite, laissez-le, alhamdoulilah. Et l'inverse, c'est pareil. On voit des parents qui veulent à tout prix que leurs enfants fassent des grosses études comme médecin, ingénieur, peut-être, je pense, pour combler un échec personnel et on veut faire réussir l'enfant pour aussi nous réussir de manière psychologique. Mais si l'enfant ne veut pas faire des grandes études et que lui, il est intéressé par la religion, et ben dans ce cas-là, poussez dans la religion. En fait, il faut arrêter de nous pousser l'enfant dans ce que nous, on veut parce qu'on a raté à son âge. C'est exactement. Chaque enfant est différent. Chaque enfant est différent. Et ça, faut arrêter de forcer les enfants à faire quelque chose. Par contre, voilà, il faut une base, il faut un tronc commun. C'est-à-dire que par contre, là, il n'y a pas moyen. Le tawhid, il faut l'enseigner. Il faut que votre enfant ait une bonne croyance. Pourquoi? Parce que si demain, il a amené à travailler avec des gens de différentes confessions, ce qui est bah, forcément possible hein, dans le monde dans lequel on vit, alors on choisit pas forcément ses collègues, s'il n'a pas une bonne croyance, il va chavirer. Si vous n'enseignez pas les fondamentaux de notre religion, votre enfant, quand c'est l'heure de la prière, il priera pas. Il ira avec ses collègues peut-être fumer une cigarette. Donc, on peut voir que dans tous les cas, il faut un tronc commun religieux. Mais ensuite, quand votre enfant va grandir, par rapport à sa personnalité, par rapport à ce qu'il veut, il faudra plus l'orienter vers un cursus religieux ou un cursus mondain, tout en gardant toujours, bien évidemment, un œil islamique sur la chose. Forcément, si votre enfant, votre fille veut dire, bah, votre fille, admettons, va dire, oui, papa, maman, je veux faire hôtesse de l'air. Bon, hôtesse de l'air, on va pas se mentir. J'ai pas vu hôtesse de l'air, moi, en djilbab ou avec des abaya khimar ou je sais pas quoi. Donc, ça va être compliqué. Ça va être Compliqué. très compliqué. Donc, voilà, c'est pour ça. Il faut en fait toujours essayer de guider l'enfant et toujours lui faire comprendre que dans la vie, on peut faire potentiellement ce qu'on veut tant qu'on garde un œil islamique sur la chose. Donc, donc voilà par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que moi, je peux pas vraiment conseiller telle ou telle structure. D'accord. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut tant que faire se peut avoir ce travail d'équilibriste entre je donne la religion à mon enfant, mais également je donne assez de compétences dunyawi pour qu'il puisse se débrouiller et pour qu'il ait le maximum de portes ouvertes. Comme ça, quand il sera grand, quand il sera en âge d'être un peu plus autonome, il pourra choisir qu'est-ce qui lui plaît le mieux en fait. Ok, ouais, c'est vrai. T'as raison. Désolé. Tu n'as plus rien à rajouter sur ce point-là? Comment? Tu n'as plus rien à rajouter sur ce point-là, du coup? euh, Bah, qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus je vois pas forcément. Honnêtement, je vois pas forcément. Ah bah après, peut-être ce que je pourrais peut-être dire, c'est oui, n'hésitez pas à poser des questions aussi aux gens de science quand vous avez des. Ah oui, voilà, c'est pour là ça qu'il est important. Lorsque vous avez des questions particulières, vraiment contactez des gens de science. Ne demandez pas forcément dans des groupes WhatsApp, des groupes Facebook, l'avis religieux à une sœur ou à un frère. Parce que ça, je le vois souvent ça. On voit des gens dans des groupes Facebook ou dans des groupes WhatsApp, ils vont poser une question
qui normalement, comment dirais-je, cette question, elle devrait être posée à un savant. Et tu vas avoir des professeurs qui vont copier-coller des bouts de certains sites comme ça et appliquer un cas général à tout le monde. Ah, Urtiari, ça, t'as pas le droit de le faire. Ah, Urtiari, non, on va pas là parce que le savant a dit non. Ça, une fois de plus, c'est des cas généraux. Mais comme j'ai pu le dire, chaque foyer, chaque situation, pardon, chaque hijra est différente. Donc vraiment, pour les enfants, c'est vraiment un truc qui est pas prendre à la légère. Contacter des gens de science. Vraiment, pour leur poser des questions. Nous, en fait, nous, comment dirais-je? Moi, si je suis là, moi, effectivement, moi, je parle de certaines choses, mais jamais de ma vie, je vais me permettre de donner un avis religieux à une personne. Comme un dernier qui m'a dit, oui, Harry, qu'est-ce que tu me conseilles? Je suis en France. Est-ce que tu me conseilles de continuer mon master en France ou faire la hijra? Mais moi, je suis pas un savant, moi. C'est pas moi de te dire ça. Je connais pas ta vie. Je sais pas qui tu es, ta situation. D'accord. Donc non, demande ça. Et malheureusement, le frère, il a posé la question dans un groupe Facebook et chacun y allait de son avis. Il y en a qui lui ont dit non, reste en France, fais un doctorat. L'autre, il dit non, par là, va en Montagny. Non, demande aux gens de science. Voilà, nous, les gens comme nous, les gens comme moi, on n'est pas des gens de science. On peut vous donner un avis sur des choses de la dunya, mais moi, je reste à ma place. Je parlerai pas après sur le terrain religieux, commencer à donner des avis et influencer les gens parce que c'est trop lourd de conséquences, surtout vos enfants. Non, mais Si vous faites exactement. des mauvais choix, ah, vos enfants, je vous le dis, ils vous feront payer, hein. Ils vous feront payer. Parce qu'ils diront, ouais, bah, t'as vu, quand j'étais jeune, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, tu m'as pas enseigné ci, tu m'as privé ça. Donc, faites vraiment attention parce que nos enfants, c'est l'avenir de la communauté. Et si on ne fait pas attention, à ce qu'on leur donne, euh, malheureusement, ça pourra donner des résultats vraiment catastrophiques. Je suis d'accord avec toi. Bah, parmi travers les facilite. Ouais, d'accord. Amin, amin. Et du coup, quelle erreur fréquente as-tu pu remarquer concernant les parents muhajiroun dans leur hijra vers quel conseil aurais-tu donné pour les nouvelles générations de muhajiroun? Les erreurs, bah, quand tu dis erreur, t'entends quoi par là, en fait, en particulier? Euh, Bah, c'est les erreurs en général. Par exemple, en dehors de ce que nous avons parlé concernant les enfants, l'éducation, tu vois. Peut-être Hmm. s'installer sur une ville où ils ne se sont pas du tout renseignés, des choses comme ça. Bah, c'est un peu compliqué. En fait, les erreurs, moi, honnêtement, bah, de ce que j'ai pu voir, mais bon, ça, je pense qu'on le sait tous, hein, des fois, oui, c'est le comportement. Le comportement purement français où on peut paraître un peu hautain à l'étranger. On croit Ouais. tout savoir, mais tout le monde. On veut imposer la France à l'étranger. Donc ça, voilà. Mais une fois de plus, au final, on peut pas vraiment critiquer les enfants. La faute revient aux parents. Pourquoi? L'enfant, ce n'est juste que le produit de l'éducation de ses parents et de l'environnement dans lequel il baigne. L'enfant, c'est une éponge, en fait. Donc, au fond, si on creuse vraiment dans la question, la faute revient souvent aux parents. Si l'enfant prie pas, effectivement, après, c'est pas bien, il a son libre arbitre. Mais bien souvent, quand on creuse, c'est parce que les parents ne lui ont pas enseigné. Quand l'enfant, il est vulgaire, c'est pas bien, il faut le réprimander. Mais bien souvent, on voit qu'à la maison, les parents, ou peut-être son entourage proche, sont vulgaires. Donc, je pense qu'à chaque fois, la question est de se dire quels sont les mauvais traits des parents. Parce que l'enfant est bien souvent à l'image de ses parents. Je suis d'accord. C'est véridique. Et au niveau Ah, des enfants, est-ce que toi, tu ça a bugué. Allô? Allô? Ça a coupé? Non, c'est bon, non, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. Alhamdulillah. Fini du coup? Ou tu veux Comment? ajouter quelque chose d'autre? Allô? Allô? Oui, voilà. Oui, c'est bon, j'entends. C'est bon? Oui, en fait, voilà. Donc, en fait, ce que j'avais dit, c'était quoi? C'est que voilà, effectivement, donc la faute revient aux parents. Donc, la question est de se poser, bah, quels sont les traits qu'on peut voir chez les parents? Et là, dans les mauvais traits de caractère, bon, bah, effectivement, le côté un peu hautain, le côté où on est un peu trop dans l'entre-nous. Admettons, on est au Maroc, mais on est que entre Français. On vit France, hein, H24, alors qu'on vit au Maroc. Ce qui, non seulement, bah, n'est pas forcément très bien pour l'intégration, et même, ça montre aux locaux une mauvaise image. Non, mais attendez, eux, ils viennent chez nous, mais on dirait que nous, on est inférieur à eux, alors qu'ils sont dans notre pays. Ça peut être compliqué, ça, à supporter. Bah, en fait, mettez-vous à la place des gens. Imaginez que vous êtes propriétaire d'une île, vous avez vos règles, vos coutumes, bien évidemment, tant que ça aura pas avec l'islam, pas de problème, hein. Et vous avez un groupe de personnes qui sont totalement différents, ils sont que entre eux. Forcément, vous allez avoir peur, vous allez dire, mais ils sont bizarres, ils viennent chez moi, je les laisse tranquilles, mais je sais pas, ils sont que entre eux, ils ont l'air d'être bizarres, en fait. Donc des fois, ce côté-là peut faire un peu peur aux locaux et on peut passer un peu pour des gens un peu arrogants. Alors, je dis pas qu'il faut forcément être H24 avec les locaux, quoi qu'est-ce. Je n'oblige personne.
mais au moins essayer de montrer une image un peu plus, voilà, un peu plus agréable en fait. Ça coûte rien. Ouais, moi, dans mon quartier, je sais pas, voilà, au moins je fais mon effort pour être souriant. Je passe le salam tranquillement, discuter un peu avec le hajj en bas de chez moi. En fait, c'est des petites choses. Je suis pas avec eux toute la journée, mais au moins montrer que je suis reconnaissant d'être chez vous et que voilà, je vous donne votre hack en fait. Vous êtes mes voisins, vous êtes dans mon quartier, donc voilà. Pas paraître pour des gens arrogants. Et et l'autre trait de caractère qu'il faut arrêter, je pense, c'est oui, voilà, le fait de se croire au-dessus. Ça, malheureusement, ça, ici, il y a pas une chose où ça m'exaspère, c'est les frères ou les sœurs qui vont arriver, par exemple, au Maroc et qui vont critiquer tout le temps les Marocains. Ouais, ils font pas ci, ouais, ils ont pas ça, ouais, lui, c'est un ignorant, machin. D'accord, ok, il est ignorant, arrête de les moquer, je comprends bien. Mais, subhanallah, moi, je peux te garantir qu'il y a plein de situations où les Marocains, quand bien même ils se disent peut-être pas de la sunna, ils ont peut-être fait preuve de plus de tawakkul que nous. C'est vrai. Parce que, entre parenthèses, moi, ce que je me dis, c'est subhanallah. Lui, il a peut-être pas eu les durus, il a peut-être pas eu certaines formations ou certaines choses, mais son tawhid, il le vit, tu vois, il le vit. Alors que nous, pourtant, on était assis, on était dans les assises, on écrivait, on a fait tous les livres, mais au final, c'est que dans la tête, mais dans le cœur, est-ce que vraiment c'est présent, tu vois? C'est vrai. Subhanallah. Il y a plein d'exemples comme ça, comme aussi il y a plein de sœurs. Elles sont là, elles crachent sur la France, entre parenthèses. Par contre, dès qu'elles veulent accoucher, hop, je vais accoucher en France. Dès qu'il y a un truc qui est cassé, hop, je vais en France. Tu vois? Tu vois un peu il y a toujours ce côté un peu schizophrène où Ouais. d'un côté on déteste la France, par contre on y retourne quand ça nous arrange, subhanallah. D'accord Donc avec au toi. final, est-ce que ça le tawakkul? Est-ce qu'on est vraiment meilleur que les autres? Bah des fois je pense qu'il faut se remettre en question et commencer à faire l'examen de sa propre personne. Parce qu'en attendant, les Marocains, alhamdoulilah, je peux te garantir qu'il y a des Marocains qui font preuve d'un comportement exemplaire, qui te donnent des leçons de tawhid, mais comme il se doit. Hein. Moi, même des taximans, hein, je peux te garantir, tu dis waouh, moi j'arrive de France comme ça sur mes grands chevaux, parce que c'est bon, j'ai fait des doulos, mais eux, ils vivent la vraie vie en fait. Ils vivent la vraie vie. Donc voilà, se remettre à sa place et patienter sur les défauts des gens, chercher à trouver en fait tant que faire se peut les excuses. Parce que, comme on le sait, il y a des personnes parmi les gens de la masse qui veulent le bien, subhanallah. Ils veulent le bien, mais malheureusement, ils sont le fruit de leur environnement. Ils sont entourés que de personnes qui sont dans la bid'a, qui leur disent que des bêtises. Et après, voilà, ils commencent à croire que c'est la réalité. Donc, justement, si nous, on montre pas le bon exemple, comment voulez-vous qu'ils pensent que nous, on est sur la vérité? Si dès qu'ils voient les muhajirun, c'est que des trucs négatifs. Ils se diront, bah non, eux, forcément, c'est des bêtises. Moi, je reste comme je suis. Et voilà, tu vois. Donc voilà, rester humble et être patient avec les gens. Bravo aussi pour ces conseils-là. Wafik barakallah. Est-ce que tu aurais les conseils maintenant pour les enfants? Les conseils pour les enfants. Non. Les conseils Donc là, c'est comme si je m'adressais à un enfant. Là, en fait, on parlait des parents. Là, en fait, on va Oui. viser les enfants des muhajiroun. Hmm. Des conseils pour leur donner au niveau des erreurs. Ah, alors, les conseils que je pourrais donner à un enfant. Les conseils que je pourrais donner à un enfant, c'est... Ah, c'est là, j'ai pas de truc à dire, là. Là, attends, faut que ça recharge, là. Bah, les conseils que je pourrais donner aux enfants, c'est... Ah, déjà, voilà, le premier conseil, faut pas croire que parce que vos parents ont quitté la France comme ça, que c'était pour votre mal. Au contraire. Au contraire. Certes, en France, voilà, vous aviez peut-être certaines choses que vous pouviez faire, vous avez peut-être accès à plus de choses, peut-être, mais il faut bien comprendre que là, si vos parents ont quitté la France, c'est pour vous préserver, vous, votre foyer. Parce que vous, là, vous êtes enfant. Pour l'instant, ça va, il n'y a pas trop de choses à faire. Mais quand vous serez grand, quand ce sera l'heure de trouver un travail ou l'heure de fonder un foyer, eh ben, en France, vous ne pourrez pas vivre tranquillement votre islam. Vous allez être dans la peur, vous allez être dans la gêne. Et vos parents, du coup, s'ils ont fait ce choix de faire la hijra, c'est pour vous donner la possibilité d'être enfin qui vous êtes. Ça veut dire des musulmans à 100%. Des personnes qui sont fières de vivre et de transmettre leur religion. Si vos parents ont fait le choix de quitter la France, c'est également pour que vous puissiez contribuer à construire notre communauté plus forte, plus sachante, qu'elle soit sur le plan religieux ou autre. Faut vraiment se dire ça en fait. Vos parents là, ils voient le long terme. Ils se disent, Inch'Allah, quand moi je serai quand je serai plus vieux, plus vieille, mon enfant au moins, il sera dans un pays où il sera préservé. On ne va pas lui cracher dessus.
On va pas lui arracher son voile. On lui dira pas au travail, coupe ta barbe, fais pas la prière, tu fais ça chez toi à la maison en speed. Donc c'est vraiment ça qu'il faut se dire. Vos parents, ils veulent pas votre mal, au contraire. C'est les personnes qui vous aiment le plus et c'est les personnes qui font en sorte de vous donner le plus de choses. Peut-être que des fois c'est mal fait, peut-être que des fois certains manquent de sagesse, de patience, mais نعم. malgré tout, ils font vraiment en sorte de se décarcasser pour vous donner le meilleur. Donc il faut savoir voir les côtés positifs, il faut savoir patienter des fois sur certains comportements et surtout, quand ça va pas, bah voilà, vous dites, papa, maman, est-ce qu'on peut parler? J'ai envie de parler parce que là, ça va pas. Il faut pas tout garder pour soi parce que souvent, quand on garde tout, ça grandit comme une bulle et quand ça explose, malheureusement, on parle, mais pas avec les bons mots. On va chercher à utiliser des mots qui font mal et là, ça rentre dans une joute verbale et personne s'entend, personne se comprend. Et c'est pareil dans le couple d'ailleurs. C'est la même chose, hein. Si on ne D'accord. parle pas, si on intériorise tout et qu'on laisse la chose exploser, on s'exprimera toujours de la mauvaise manière alors que si dès le départ, on prend le problème quand il est petit, quand on traite le problème dès le départ, on peut plus facilement le soigner, hein. Bah, c'est pas avec une personne qui est malade, hein, forcément. Si on soigne un blessé dès le premier jour, ce sera beaucoup plus simple que si on a laissé sa blessure s'infecter. Donc c'est le même système. Cherchez à parler, créer une relation de confiance et parler à vos parents. Vos parents ne sont pas là pour vous taper, ce n'est pas leur métier. Ils ne sont pas là pour vous rabaisser, ils ne sont pas là pour se moquer de vous. Au contraire, leur fonction est de faire en sorte que vous vous développiez correctement et ils sont là pour, voilà, pour vous donner, Inch'Allah, un avenir structuré. Ah, je crois que ça a bugué. نعم, j'ai eu un petit bug. Ah, نعم. Merci, merci pour ces conseils-là. fait que barakallah. C'était la dernière question. Est-ce que toi, tu as quelque chose à ajouter? Faire une petite Ah, conclusion? ça a bugué quand tu as parlé. Moi, j'ai pas entendu. Je te dis que c'était la dernière question. Si tu avais une petite Ah, conclusion à faire, un bah, récap. la conclusion, c'est n'oubliez pas de faire de dua. Vraiment. Je dis ça à moi le premier, parce qu'on le sait très bien quand on est en France, on se repose trop sur les causes et les gens et on oublie Allah. Donc faites des dua parce que c'est lui qui a l'issue sur chaque situation et faites toutes les causes possibles, qu'elles soient religieuses et mondaines, pour partir le plus tôt possible. Je le répète, n'attendez pas que vos enfants soient en âge d'entrer au collège, parce que je vous le dis clairement, le collège, c'est la mort. Le collège, c'est la mort. Et je vous le dis parce que, regardez, mon père est converti à l'islam. Enfin voilà, faut savoir que mes parents sont divorcés depuis que je suis très petit, mais mon père s'est converti à l'islam. Donc quand j'allais chez lui en vacances, alhamdoulilah, voilà, moi j'étais très intéressé par la religion, même je me rappelle, je priais avec lui, etc. Et dès que je suis rentré en collège, quand je suis rentré au collège, oh là là, quand j'allais en vacances chez mon père, c'était terminé. Je priais plus, je faisais pas ramadan, j'en avais plus rien à faire, entre parenthèses. Parce que le collège, c'est un âge où voilà, on va se faire accepter, on va rentrer dans des groupes, donc t'as les skaters, t'as les gothiques, t'as les je sais pas quoi, maintenant t'as les TikTokers. Donc, c'est pour ça. C'est pour ça. Faites en sorte de partir le plus tôt possible et Inch'Allah, ce sera que plus simple pour vous et pour vos enfants. D'ailleurs, à ce propos, à Tanger, malheureusement, on avait eu une sœur. Elle est venue, elle a fait seulement 1 mois ou 2 mois à Tanger, elle est repartie en Angleterre. Parce que son enfant n'arrivait pas du tout à s'intégrer. Subhanallah. C'est triste quand même. Vous faites la hijra, vous restez même pas 2 mois et vous repartez parce que votre enfant, ça lui plaît pas à l'école et je sais pas quoi. Alors peut-être que si la sœur, peut-être, on ne sait pas, hein. Peut-être que si son enfant était parti plus tôt et que c'était un petit, etc., peut-être que ça aurait été plus facile. Non, Mais là, à un certain âge, l'enfant s'affirme et il commence à... Ah, c'est plus dur à gérer. avoir des habitudes. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est les habitudes, hein. Comment? Il est dans son confort, en fait. Voilà, c'est exactement ça, c'est le confort. Et comme vous le savez, la France, hein, malheureusement, c'est la championne du confort. On sait très bien, hein. Quand vous voyez, et là, je m'adresse aussi aux frères, parce que ça, je pense que, voilà, ça peut même donner lieu à une autre conversation, mais voilà, les frères qui décalent la hijra, parce qu'en France, ils ont le travail, ils arrivent à faire des payes quand même assez bien, etc. Et en plus, tu as la prime d'activité, tu as tel truc, tu as la CAF, tu as les APL. Il y a tout un système en France qui fait que vous et vos enfants, vous êtes, je dis bien vous parce que moi, attends, je suis parti, mais je l'étais aussi, hein. Voilà, je veux dire on du coup, on est endormi. En fait, pour moi, la France, on est sous perfusion. On vous donne juste assez pour pas que vous puissiez vous lever de votre lit. Voilà, c'est ça en fait. Et vos enfants, que dire vos enfants, hein? Eux, ils sont pas comme vous, hein.
Ils n'ont pas le même cheminement spirituel. Eux, entre parenthèses, c'est les éponges. Donc eux, ils vont à l'école tous les jours et ils voient l'inverse de vous à la maison. Donc ils sont entre deux mondes. Et faites attention, dites-vous que peut-être votre enfant, bientôt, il choisira le monde d'à gauche. C'est-à-dire le couple, maintenant les LGBT, les idéologies ultra-féministes, etc. Et là, il ne faudra pas pleurer. Il ne faudra pas dire ah, comment ça se fait, parce que vous aurez été la cause. Subhanallah. Donc, euh, donc voilà. Et je sais que c'est pas simple. Je fais pas l'imam qui sait tout, hein. Mais juste, je dis les choses telles qu'elles sont. Euh, Inch'Allah, voilà. C'est juste ça. C'est tout. Allah nous préserve. Partir le plus tôt possible. Amin, amin. Bah, écoute, mon frère, je te remercie d'avoir été l'invité du jour. J'ai Wa beaucoup fik aimé barakallah. cette discussion et ton recul. Hmm. Donc, franchement, qu'Allah te récompense. Et Amin, amin. on pourra se refaire un petit live directement sur un autre thème. Ah, mais moi, avec plaisir, avec plaisir. Juste, bon, j'espère que j'ai pas été trop long dans mes explications, Pas du mais tout. c'était un sujet qui était tellement important, qui me tenait tellement à cœur que je me suis dit, je peux pas donner le minimum aux gens, en fait. Non, mais tu as. Limite, il faut prendre un papier, il faut écrire, c'est parce que non, c'est trop important à les enfants. En plus, par ma fonction, c'est vraiment trop important. C'est l'avenir de notre communauté, donc je pouvais pas parler de manière succincte et partir comme ça, en fait. Franchement, c'était nickel. On va te répondre. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin, amin. Bah, écoutez, on se dit à la prochaine, Inch'Allah. Qu'Allah vous récompense. Merci à toutes les personnes qui ont pu participer, que ce soit les invités et les personnes qui se sont connectées pour regarder la live. On se dit à la prochaine, Inch'Allah. N'hésitez pas à vous connecter sur latidjet.fr et de voir sur Instagram nos dernières nouveautés, nos derniers concepts. Et nous, on se dit à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.